Bouger sert à se déplacer du point A à un point B. Bouger sert aussi à interagir avec les autres et fonctionnellement avec l'environnement physique. Les mouvements là, qui ne semblent pas avoir ces objectifs-là peuvent nous surprendre, à être source de préoccupation et parfois de stress pour l'enfant lui-même lorsque sa vie sociale en souffre ou même, dans certaines situations, sa santé physique. Aujourd'hui, on veut mieux comprendre certains de ces mouvements particuliers. Plus spécifiquement, on va explorer quelques types, les tics, les compulsions motrices, les stéréotypies motrices. Ça peut paraître un peu technique, mais pas de panique. Pour nous aider à démêler tout ça, j'ai invité Dr Anne-Marie Nader, neuropsychologue et ergothérapeute, qui va distinguer pour nous ces comportements moteurs particuliers et pourquoi c'est important de les connaître. Anne-Marie, en passant, est professeure au département de psychologie à l'Université de Montréal et fait de la recherche aussi sur le neurodéveloppement. Restez avec nous pour une discussion éclairante et surtout bienveillante avec Anne-Marie qu'on retrouve dans quelques instants. Bonne écoute! Et juste au cas où ceci est ton premier épisode, Bouger pour grandir est conçu pour stimuler les réflexions et répondre aux questions des professionnels de la santé, de l'éducation et bien sûr des parents qui accompagnent les enfants dans leur développement moteur, mais pas que! Et moi, je m'appelle Josiane Caron-Santa, je suis ergothérapeute québécoise, canadienne, formatrice internationale dans le domaine du développement de l'enfant, autrice du livre Bouger pour grandir, le petit cousin du podcast et surtout passionnée de faire connaître la facette pédiatrique de mon métier, l'ergothérapie. Sans plus tarder, poursuivons avec l'épisode d'aujourd'hui. Salut Anne-Marie, bienvenue! Allô Josiane, merci de l'invitation. Je suis contente de t'avoir avec moi. En intro, je parlais de mouvements fonctionnels versus des mouvements qui n'auraient pas d'objectif fonctionnel. Donc, c'est quoi la différence? Puis pourquoi c'est important de faire cette distinction-là? Bien, c'est une bonne question, Josiane. Puis ça a l'air d'une question simple, mais en même temps, elle est assez compliquée. C'est vrai que traditionnellement, quand on parle de mouvements fonctionnels, c'est souvent des mouvements orientés vers un but, un objectif. Par exemple, tendre le bras pour aller chercher un verre d'eau, par exemple, se gratter. Puis quand on parle de mouvements qui sont moins fonctionnels ou non fonctionnels, c'est un peu un mouvement qui, de l'extérieur, a l'air moins orienté vers un objectif. Mais, ou un objectif qu'on aurait nous-mêmes. Tout à fait, tout à fait. Mais en même temps, quand on regarde cette question-là, c'est vrai que certains mouvements peuvent sembler non fonctionnels, entre guillemets, mais servent finalement à bien des choses. Puis on pourra peut-être y revenir tout à l'heure, mais un enfant, par exemple, qui, je ne sais pas si ça évoque là, toi aussi des images, mais un enfant qui bouge les bras un tout petit quand il est content, par exemple, ça peut avoir l'air d'un geste ou d'une action qui sert, bon, pas à un objectif, mais finalement, il est en train de nous dire qu'il est content. Pour certains, c'est peut-être dans la frustration qu'ils vont agiter les bras. Donc, finalement, ben, ça traduit son émotion. Il est en train d'exprimer son émotion. Puis, en quelque part, ben, ça sert aussi de communication parce que, ben, pour un parent ou un éducateur, ben, on est en train de voir qu'il se passe quelque chose. Donc, finalement, c'est pas si non fonctionnel que ça, ça sert. Hein? Tu as raison. Quand tu parles de communication, là, je te vois parler, tu fais des gestes et les gestes bougent pour accompagner notre communication. Tout à fait, tout à fait. Donc, cet aspect de communication puis de régulation aussi, ça reviendra peut-être là, dans notre discussion, mais effectivement, c'est quelque chose qui est là. Donc, finalement, c'est une question qui semble simple, mais qui, en même temps, est quand même assez compliquée aussi. Oui, puis qui va mener à beaucoup de nuances. Puis c'est pour ça qu'on fait un épisode là-dessus. On est-tu prêt à répondre à la question pourquoi c'est important de distinguer des mouvements qui sont évidemment fonctionnels de ceux qu'on comprend moins? Oui, bien, tout à fait. Puis peut-être, je ne sais pas ce que tu en penses, Josiane, mais avant d'aller plus loin, quand on parle de ces mouvements-là, peut-être c'est intéressant de voir de quel type de mouvement que l'on parle, parce que aujourd'hui, peut-être qu'on se centrera moins sur des mouvements qui pourraient être particuliers, mais qu'on retrouverait plus dans
peut-être des affectations plus... où il y a vraiment des atteintes cérébrales. Okay. Je pense à des enfants qui ont eu un trauma crânien, par exemple, donc un grand coup à la tête, où il y a eu une atteinte motrice, ou des enfants qui ont, justement, pour différentes raisons, une atteinte dans les aires motrices du cerveau. Puis là, ça occasionne des mouvements, parfois qui sont particuliers, là, ce qu'on appelle des fois les dyskinésies, donc des mouvements, par exemple, de très grande amplitude, très saccadés. C'est moins le registre aujourd'hui de notre discussion. On peut peut-être plus se centrer sur des mouvements que l'on peut voir dans le développement typique, donc dans le développement de tous les enfants. Puis, pour certains enfants où ça prend une ampleur peut-être plus grande, où ça se maintient dans le temps, là, peut-être ça fait partie des fois de ce qu'on peut voir dans des conditions neurodéveloppementales. Mais on pourrait peut-être y aller avec ces mouvements-là aujourd'hui. Tu viens de mentionner neurodéveloppement, donc on parle du développement du système nerveux. Tout à fait. Dans le fond, c'est des mouvements qu'on pourrait voir, comme on mentionnait, chez tous les enfants, finalement, et parfois, ces mouvements-là, sur lesquels on va y revenir, prennent une place plus grande, soit parce qu'ils sont plus intenses ou ils persistent dans le temps aussi avec l'âge, ou ils deviennent, très fréquents. Et là, c'est pas rare qu'on peut voir ces mouvements-là faisant partie de différentes conditions neurodéveloppementales. On pourra y revenir, mais quand on parle, par exemple, de stéréotypie motrice, on peut en voir en autisme. Quand on parle de tic, on peut en voir dans le syndrome Gilles de la Tourette. Mais c'est important que de ne pas faire l'équation inverse, que dès qu'on a un tic, c'est nécessairement un syndrome Gilles de la Tourette, ou parce qu'on a une stéréotypie motrice en bas âge, on est nécessairement... C'est là où il faut être prudent. C'est pour ça qu'on dit que il y a ces mouvements-là qu'on va décrire aujourd'hui, on peut les voir dans le développement très général des enfants. Puis, pour une petite proportion, ces mouvements-là deviennent plus importants pour différentes raisons, là, on pourra y revenir. Et là, ça peut des fois s'inscrire à l'intérieur d'une condition donc neurodéveloppementale. Donc, c'est différentes conditions où le développement se fait des fois de façon différente ou suit une trajectoire différente de ce qu'on voit habituellement là, dans le développement plus typique. OK. Alors, tu as mentionné tic moteur, stéréotypie motrice. Je pense qu'on va parler un petit peu plus de ces deux-là. Y en a-t-il un autre type qu'on va aborder aussi aujourd'hui? Peut-être ça peut être intéressant d'intégrer les compulsions parce que ça aussi, des fois, ça se traduit sous forme d'actions qui sont un peu répétitives. Donc, des fois, ça peut ressembler ou ça peut être des fois confondant aussi. Il y a peut-être le terme maniérisme qu'on entend aussi. Qui ressemble aux stéréotypies, on pourrait essayer de voir, c'est-tu pareil, quand ça se distingue, mais c'est pas mal, je sais pas si toi tu penses à autre chose, mais moi c'est pas mal ces quatre-là, stéréotypie motrice, maniérisme, tic, compulsion, peut-être déjà, si on se centre sur ces quatre-là, ça fait déjà un bon menu. Oui, c'est un bon plan. Est-ce que tu peux nous les représenter un par un, puis nous aider à mieux les comprendre ou les visualiser, peut-être? Bien, peut-être on pourrait commencer par les stéréotypies motrices. C'est un terme qui est assez large quand même, mais quand on parle de stéréotypie motrice, c'est souvent des mouvements, puis on revient à l'idée de mouvements peut-être moins fonctionnels ou qui ont l'air moins fonctionnels, puis je le dis vraiment avec toute prudence parce qu'on va voir des exemples où finalement, il y a un lieu d'être des fois de ces mouvements-là aussi, mais des mouvements qui, en tout cas à première vue, ont l'air moins fonctionnels, donc moins dans un objectif précis de faire une action, par exemple, ou d'atteindre un but. Il y a un aspect répétitif dans le mouvement et très rythmique aussi. Donc, souvent l'exemple le plus commun chez les tout-petits, quand un enfant est content, par exemple, ou pour certains, c'est quand ils sont fâchés ou qu'ils vivent de la frustration, puis on voit l'agitation des bras, donc des deux côtés du corps, les mains qui vont... des fois, on appelle ça en anglais le hand flapping, donc le mouvement des mains. Ça, c'est un exemple là, assez classique d'une stéréotypie motrice, par exemple. Donc, un mouvement qui arrive doucement, qui s'éteint un peu doucement, qui dure un petit moment dans le temps, puis qui est assez répétitif, rythmique aussi. Donc, est-ce que le stéréotypé veut dire que quand il se fait, il est peut-être toujours un peu pareil d'une fois à l'autre? Tout à fait. Puis dans la stéréotypie motrice, on va souvent voir ça aussi. Souvent, c'est le même genre de contexte qui vont déclencher ou en tout cas être associés au mouvement que l'enfant va présenter. Donc, par exemple, je suis content, maman arrive, vient me chercher à la garderie ou on sort mon jouet préféré ou je suis frustrée parce que là, on vient de m'enlever mon jouet préféré. Là, on va voir des fois pour un même enfant des contextes qui vont être souvent similaires. Puis effectivement, le patron moteur peut-être est se ressemble d'une fois à l'autre. Et on peut presque prédire
que l'enfant va engager ce comportement-là parce qu'on apprend à connaître ces contextes-là. Tout à fait. Contrairement, quand on va parler des tics plus tard, bien que les tics, des fois, on connaît certains contextes qui vont le stress, par exemple, mais il y a un aspect plus imprévisible des tics. Tandis que les stéréotypies motrices, là, c'est jamais ou du toujours, là, mais plus souvent, on va être capable de retrouver des contextes qui sont assez similaires, qui vont être associés à l'apparition, des fois, de ce type de mouvement-là qu'on peut voir chez un enfant. C'est intéressant de voir... souvent, on les voit chez les tout-petits, donc dans le développement dit typique. La littérature nous dit que c'est presque 60% des enfants dans la population générale qui vont présenter une ou des stéréotypies motrices, surtout en bas âge, en bas de 3 ans. OK. Est-ce que tu pourrais nous donner d'autres exemples? On a parlé des battements de main. En as-tu d'autres? Oui, par exemple, un mouvement de balancement d'en avant, en arrière, par exemple. Donc, un enfant ou sur le côté, parfois aussi, mais qui a un mouvement un peu comme de se bercer, on dirait un peu avant-arrière ou sur le côté. Donc, ça pourrait être un autre exemple. Une agitation des jambes, par exemple, qui va durer un petit moment aussi. Ça peut être là. Donc, c'est ce genre de mouvement-là, souvent qui implique les deux côtés du corps. Pas toujours, mais plus souvent qui implique les deux côtés. Souvent symétrique. Avec cette idée de rythme là, qui est là dans le mouvement. Là. OK. Puis, les tics, tu as commencé à en parler. Ça, c'est plus imprévisible. Oui. L'aspect des tics, je pense aux professionnels aussi. Des fois, c'est pas toujours évident. Est-ce une stéréotypie motrice? On reviendra à l'idée des maniérismes, des fois qu'on retrouve aussi versus... un tic ou des tics. Donc, qu'est-ce qui les distingue? Puis ça, on pourra peut-être y revenir, mais c'est vrai que les tics ont un aspect un petit peu plus imprévisible ou plus comme sous forme d'impulsion, un peu comme une décharge qui arrive. Donc, on pense à des exemples, un clignement d'œil, par exemple, un hochement d'épaule, un mouvement brusque de la tête vers l'arrière, par exemple. Donc, c'est souvent des mouvements qui arrivent abruptement, qui s'arrêtent abruptement, mais qui, eux aussi, peuvent être répétitifs. Donc, l'action, le mouvement peut se refaire à quelques reprises dans une séquence, mais souvent, ça arrive plus abruptement, ça s'éteint plus abruptement aussi. Puis souvent, les gens en parlent quand on écoute les enfants nous raconter un peu qu'est-ce qu'ils vivent quand ils vivent un tic. C'est un peu comme si, par exemple, ça nous pique dans le dos. Puis là, on voudrait donc se gratter. Puis là, on ne peut pas se gratter ou ça nous chatouille quelque part. Puis là, pour une raison ou une autre, on est dans un contexte où on ne peut pas le faire. Puis là, faut que ça sorte. Oui, ça doit prendre toute l'énergie mentale jusqu'à ce que ça sorte, j'imagine. Tout à fait. Puis on l'a sûrement tous vécu quand on finit par pouvoir se gratter là, ça fait comme du bien finalement. Donc, soit ça ou un peu comme un œil qu'on doit, on doit garder les yeux ouverts. On est dans un examen médical ou chez l'optométriste, on doit garder les yeux grands ouverts puis on aurait donc envie de cligner des yeux. Quand ça se passe, il y a comme un soulagement qui s'installe aussi. Fait que c'est un peu cette sensation prémonitoire que souvent les gens qui vivent avec un ou des tics vont ressentir avant l'apparition du tic. Ce qui fait que, contrairement aux stéréotypies, c'est plus difficile d'arrêter un tic. Il y a un aspect qui est beaucoup plus involontaire, tandis qu'une stéréotypie motrice, oui, elle apparaît naturellement, mais si, par exemple, on distrait l'enfant avec d'autres choses, souvent le mouvement va s'éteindre aussi, puis l'enfant peut passer vers autre chose. Dans les tics, tu vas peut-être en reparler un peu là, quand ça arrive dans un contexte de syndrome de Gilles de la Tourette. Parfois, c'est verbal. Est-ce qu'on peut avoir une stéréotypie motrice verbale aussi? Oui, des stéréotypies, on peut en avoir. C'est une bonne question. Aussi au niveau vocal, par exemple, des enfants qui vont faire des sons, par exemple, donc on voit un peu le rythme dans le son au niveau sonore qui s'installe, qui dure aussi un certain moment, ça débute doucement, ça s'arrête, parfois dans des contextes qui sont un peu similaires. Donc oui, les stéréotypies, ça peut être sous forme d'un mouvement, mais ça peut être aussi sur le plan vocal. Les tics aussi peuvent être sur le plan vocal, par exemple, racler de la gorge, tousser, par exemple, sans qu'on ait reniflé, sans qu'on ait de rhume nécessairement ou d'allergie. Donc, tout à fait, ça peut être là sur le plan vocal. Puis, encore là,
intéressant puis important, je pense, comme on mentionnait au début, c'est pas parce qu'on a un tic qu'on a nécessairement le syndrome Gilles de la Tourette. Oui. Mm-hmm. Est-ce que les tics, justement, peuvent être liés à l'état de la personne et c'est pour ça qu'ils sont moins prévisibles? Donc, si une personne est plus fatiguée ou stressée, il pourra en avoir plus ou moins? Oui, donc il y a... C'est intéressant parce que quand on cherche encore là à démêler des fois ce qui caractérise plus les stéréotypies motrices des tics, si on les prend dans le développement plus typique, là, donc tout venant, là, dans le fond, donc les enfants en général, les stéréotypies, on les voit surtout vers 1, 2, 3 ans. Souvent, à partir de 3 ans, la tendance va diminuer au niveau des stéréotypies motrices. Pour différentes raisons, l'enfant développe un meilleur contrôle moteur aussi, apprend des fois d'autres façons de montrer aussi ses émotions, quand on parlait de l'aspect tantôt de communication de ses émotions, puis prend conscience aussi socialement parfois de certaines façons de montrer ses émotions, de vivre certaines situations dans certains contextes. Fait que tout ça mis ensemble fait qu'habituellement, dans le développement vers 3 ans, on voit une diminution. Tandis que les tics vont plutôt apparaître vers l'âge scolaire, 5, 7 ans. Souvent, ça coïncide avec l'entrée à l'école où c'est là que les premiers tics peuvent apparaître. Puis c'est souvent un tic moteur avant un tic vocal qui va apparaître. Souvent, qui va être plus au niveau de la tête, donc le haut du corps, avant de descendre des fois vers le bas du corps. Donc, les yeux, par exemple, le clignement de l'œil, comme on mentionnait tout à l'heure, hausser l'épaule. Donc, c'est plutôt cette trajectoire-là que ça va suivre, avec souvent un pic vers 8-12 ans, 10-12 ans. Puis ça aussi, après ça, il y a une baisse à l'adolescence au niveau des tics. Puis c'est vraiment une petite proportion de gens qui vont garder des tics à l'âge adulte. Donc, la majorité vont s'estomper là, avec le temps. Donc, c'est vraiment intéressant, ce parcours-là prévisible d'avoir plus de tics naturels dans le développement à certains âges. Et ça fait peut-être penser que c'est en lien avec, justement, plus d'attentes dans le milieu scolaire ou des changements dans le milieu scolaire, des choses qui vont plus surcharger l'enfant ou stresser l'enfant et tout ça. Ben, oui, tout à fait, comme on mentionnait tout à l'heure, tu sais, les stéréotypies, des fois, sont plus stables. Donc, il y aura moins de périodes d'arrêt où on n'en verra pas, tandis que les tics, des fois, il peut y avoir plusieurs mois où il n'y en a pas du tout, puis il n'y en a pas. Donc, ça peut venir par période aussi où il y en a plus, d'autres où il y en a des périodes où il y en a moins. Puis effectivement, les périodes où il y en a plus, c'est souvent dans les changements. Donc, le retour à l'école après les vacances d'été, le retour après les fêtes, un début de camp de jour, un voyage, par exemple, qui peut être... Fait que les événements qui peuvent être un petit peu plus anxiogènes, stressants, c'est souvent là où on peut voir une hausse là, de l'apparition des tics là, chez les enfants quand il y en a. Ce qu'on a peut-être... On a peut-être moins cette coupure-là dans les stéréotypies, ou quand l'enfant en a, parfois, ça va être un petit peu plus continu avec en suivant cette progression-là, souvent où ça baisse vers l'âge de 3 ans, mais donc il y a moins de périodes complètement d'arrêt et tout ça. Où elle se modifie peut-être. Où elle se modifie, tout à fait, mais souvent, elle garde quand même certaines similitudes, tandis que les tics peuvent vraiment changer. Ça peut être un type de tic qui était là dans une période, puis à une autre période, prendre vraiment une autre forme. Les stéréotypies, elles se transforment effectivement, mais si c'était un type de crispation, par exemple, de crisper certains muscles du corps, souvent, ça peut garder une forme un peu similaire, puis se transposer, là, oui, de façon différente, mais on voit des fois quand même certaines similitudes là, dans ça. Puis les maniérismes dans tout ça, on l'a mentionné tantôt, mais ça fit où parmi ces différentes catégories-là qu'on a vues? C'est une bonne question, Josiane, parce que c'est vrai que dans la littérature, souvent, maniérisme, stéréotypie motrice sont utilisés de façon assez interchangeable, presque, mais maniérisme aussi réfère à cette idée, encore là, d'un mouvement qui est répétitif lui aussi, qui est rythmique lui aussi, donc qui dure là, un petit moment avec un début, une fin, donc une action, là, un mouvement qui revient, qui est souvent un peu plus caractéristique. Hein, les deux côtés du corps, souvent, c'est beaucoup plus ce qu'on dit bilatéral. Donc, les deux côtés du corps sont impliqués. Donc, on pourrait comprendre encore là, bon, le mouvement des mains pourrait être caractérisé comme un maniérisme. On voit chez certains enfants, des fois, ils vont crisper les deux côtés, les deux mains, par exemple, ou les deux bras, ou ouvrir, fermer de façon rapide, par exemple, les doigts.
Ça concerne peut-être un petit peu plus le haut du corps, mains, bras, mais encore là, des fois, on en voit aussi qui impliquent tout le corps. Donc, c'est pas toujours facile à démêler. Donc, ça s'apparente quand même à ce qu'on voit dans les stéréotypies là, motrices, si on veut garder peut-être le général. Là. OK. Donc, pour le bénéfice de notre discussion, ça rentre un peu dans la catégorie des stéréotypies motrices. Vu que c'est assez, ça s'apparente quand même beaucoup, on pourrait peut-être le garder comme ça là, pour la discussion, effectivement. Mais c'est intéressant quand même de le nommer parce que c'est quelque chose qu'on peut lire ou entendre. Entendre, effectivement. Sur le sujet. J'ai vraiment hâte de parler des causes parce que je veux comprendre plus ce qu'il y a derrière ça, mais il reste les compulsions qu'on n'a pas abordées. C'est vrai, Josiane, on s'en allait, on faisait la distinction beaucoup entre les deux, mais c'est intéressant parce que les compulsions peuvent effectivement sembler parfois similaires, mais c'est vrai que ce qu'il y a derrière, des fois, les compulsions peuvent être un peu différents aussi que ce qu'on voit dans l'éthique, par exemple, ou dans les stéréotypies motrices. Une compulsion, si on essayait de définir effectivement, c'est un peu comme une action, ou plus un comportement qui, contrairement à ce qu'on décrivait peut-être dans les stéréotypies ou dans l'éthique, peuvent plus souvent sembler des mouvements assez fonctionnels. Donc, avoir vraiment un objectif, atteindre un but. Par exemple, se laver les mains, vérifier si la porte de la maison est barrée, se répéter des phrases. Donc, c'est des comportements que l'enfant va faire. Ça peut être des adultes, mais vu qu'on s'intéresse aux enfants, donc des comportements que l'enfant va faire qui servent souvent à répondre ou en tout cas à réduire une situation que l'enfant juge stressante, anxiogène, une espèce d'inconfort. Pour certains, c'est presque une détresse, là. Donc, se laver les mains, par exemple, 5 fois quand je reviens de l'école. Une fois, ça aurait peut-être été suffisant, mais là, je le fais à 5 reprises pour ne pas être malade. Compter jusqu'à 10 avant de traverser la rue pour ne pas me faire frapper. Donc, il y a ça prend presque la forme de rituels qui peuvent s'installer chez les enfants, mais souvent en réponse à une espèce de pensée, à quelque chose qui est un peu plus anxiogène, puis qu'on essaye de contrôler ou en tout cas de compenser par ce rituel-là que l'enfant installe. Mais tu nous as donné des exemples qui, moi, j'imagine des enfants plus vieux, là, se laver les mains ou compter pour traverser la rue. As-tu d'autres exemples pour les enfants peut-être un peu plus jeunes de compulsion ou est-ce que ça se passe plus chez les enfants plus vieux? Bien, c'est vrai qu'on le voit peut-être un petit peu plus à l'âge scolaire. Donc, avec ça aussi, avec l'apparition, peut-être, il y a quand on regarde la trajectoire peut-être des compulsions, on peut les voir un petit peu plus à partir là, d'enfants d'âge scolaire. Peut-être chez les plus petits, mais en même temps, ça peut se maintenir aussi. On le voit chez des plus vieux, mais tout ce qui est la symétrie, l'exactitude, donc placer ces choses, effectivement d'une certaine façon. Les jouets doivent être d'une certaine façon, les vêtements doivent être d'une certaine façon. Donc, on peut voir aussi ce genre de comportement-là peut-être chez les plus jeunes. Parfois aussi, les compulsions vont parce qu'à certains âges, il y a des fois des types de stresseurs qu'on reconnaît assez bien. Donc, le rituel du dodo, par exemple, chez des plus petits, qui fait partie aussi du développement bien global aussi. Certaines craintes qu'on peut voir, des monstres, par exemple, ou attraper des virus. Des fois, on est plus à l'âge scolaire. Mais c'est un peu la proportion que tout ça prend. C'est un peu ça, l'aspect derrière les compulsions, hein, c'est souvent de surestimer la probabilité d'un événement, dans le fond. Donc, si je me lave pas les mains, c'est sûr que je vais être malade. Donc, il n'y a comme pas d'entre-deux. Donc, la probabilité devient très grande, puis c'est ce qui génère un peu le stress avec ça aussi et le besoin de générer, dans le fond, ces rituels-là ou d'anticiper aussi les conséquences à outrance. Donc, si je suis malade, j'ai échoué à mon examen, j'aurai pas des bonnes notes, j'aurai pas un bon bulletin, je pourrai pas rentrer à l'école secondaire que je veux. Et là, toute la chaîne là, qui s'ensuit. Et là, pour pallier à ça, un certain rituel s'installe. Puis, il y a une question des fois de doute aussi chez les enfants qui ont des compulsions. Donc, est-ce que j'ai bien répondu à toutes les questions en classe? Est-ce que j'ai bien fait mon devoir? Là, je suis pas certain. Puis là, le doute prend vraiment une grande place. Et là, des fois, on voit ces rituels-là s'installer aussi. Donc, c'est souvent ces aspects-là qui sont un peu sous-jacents aux compulsions. Puis, si on veut accompagner un enfant, c'est important aussi d'aller travailler pas juste au niveau de ce que l'on voit, mais aussi dans cette pensée-là qui accompagne l'enfant aussi, sur lesquelles on doit l'aider finalement à pouvoir retrouver cet équilibre-là peut-être dans l'estimation du risque, l'estimation un petit peu de la lecture qu'on fait de certaines situations aussi.
Alors, lorsqu'on est dans une compulsion, on est plus dans quelque chose dont l'origine est cognitive. Parfois, la manifestation, elle est motrice, mais en principe, c'est qu'on pourrait questionner l'enfant puis lui dire pourquoi tu fais ça, et il y aurait une cause que il pourrait en principe nommer. Donc, je vais attraper un virus ou je vais pas me faire frapper si j'attends 10 secondes, etc. Pour plusieurs, en tout cas, Ouais. effectivement. C'est là où c'est intéressant quand les enfants vieillissent, qu'on a accès au langage, on est en mesure de pouvoir discuter. Okay. C'est pas toujours facile pour les enfants d'identifier puis de nommer, mais ça devient très intéressant de pouvoir prendre part à cette conversation-là puis d'essayer de comprendre un petit peu le chemin qui s'est fait dans la tête de l'enfant pour l'accompagner après ça à peut-être faire une lecture un peu différente aussi de ça. Alors, si on bifurque vers les causes liées à tout ça, si tu continues avec les compulsions? Oui, bien, peut-être c'est vrai qu'au niveau des compulsions, c'est peut-être un registre un peu différent, peut-être pour une proportion d'enfants où, effectivement, si on n'adresse pas la pensée un peu anxieuse qui est derrière ça, on manque peut-être le chemin, là, finalement, pour l'accompagner là, dans tout ça, versus les stéréotypies motrices. Puis l'éthique, on est peut-être dans une nature un peu différente, en tout cas, comme type là, de comportement. Les causes, c'est une bonne question parce qu'on n'en connaît pas tant que ça non plus. Comme dans beaucoup d'aspects, il y a souvent un aspect un peu génétique aussi. Donc, c'est pas rare de voir, par exemple, quand on regarde dans l'histoire de la famille, quand il y a un enfant, par exemple, présente, l'éthique, on peut en voir aussi quand on fait l'histoire le plus globale. Donc, il y a un aspect un peu génétique qui peut être là. Il y a des aspects environnementaux qui pourraient être là. Si on est dans des rares situations, mais dans des enfants, par exemple, qui ont été privés de contacts sociaux des grandes carences, on voit des stéréotypies motrices apparaître aussi. Donc, c'est souvent un mélange de différents aspects qui sont là, à la fois de vulnérabilité, des fois plus génétiques aussi, qui peuvent jouer, des fois des contextes qui peuvent être associés à ça. Puis, je vous dirais que c'est pas mal là qu'on peut jouer, en tout cas, dans ces éléments-là. On étudie encore un peu les facteurs qui sont associés à ça. On comprend un peu où ça se passe dans le cerveau. On sait un peu dans les régions qui sont impliquées, qui sont souvent des régions plus à la base du cerveau. Donc, on connaît un petit peu les circuits qui sont associés à ça. Il y a place, en tout cas, à connaître un petit peu plus encore sur ces mouvements-là, ça, c'est certain. Quand on parlait de Gilles de la Tourette, ça, c'est un des diagnostics qui, lorsque ça se maintient ou qu'il y a un certain niveau d'intensité qui peut ressortir. Dans le spectre de l'autisme, est-ce que ça fait pas partie, les stéréotypies motrices, des critères diagnostiques? Tout à fait. Il y a effectivement, quand on regardait tout à l'heure dans la population générale, donc les enfants, il y a quand même une bonne proportion d'enfants qui vont montrer, par exemple, une ou quelques stéréotypies, surtout en bas âge. Mais c'est vrai que chez les enfants autistes, il y a quand même une grande proportion d'enfants, la majorité, en fait, présente. C'est à peu près autour de 75% là, des enfants qui présentent des stéréotypies motrices qui, là, vont se maintenir effectivement là, dans le temps. Puis, contrairement au tic, c'est là où il y a encore une petite distinction. Où des fois, on est capable de la différer un peu, la stéréotypie motrice. Je pense l'agitation des mains, là, par exemple, où à discuter avec des adultes qui vont dire, moi, je fais encore ça quand je suis heureux, mais je vais aller à la salle de bain, par exemple, où je suis capable de le différer un peu dans le temps, mais c'est encore quelque chose qui est important aussi, puis qui fait partie aussi là, de qui ils sont. Donc, bon, ça me fait penser à la question de départ, Josiane. Est-ce qu'on voudrait enlever ça? Ça ferait comme pas de sens de vouloir enlever ça. Ça fait partie de qui ils sont, leur façon aussi de pouvoir... Il y a une fonction de régulation aussi de ces mouvements-là. Qui est importante, c'est ça. Mais on va en reparler. Tantôt, je dirais en conclusion que tu vas revenir pour parler de ça, les stéréotypies motrices, de leur fonction et de comment réagir. Mais si on reste dans l'épisode d'aujourd'hui, est-ce que c'est inquiétant ou à partir de quand c'est inquiétant? Parce que tu dis que oui, les enfants vont tous avoir peut-être un peu de certaines choses, même les compulsions. C'est une question d'intensité ou une question de fréquence ou peut-être une question d'impact
sur le fonctionnement. Donc, à partir de quand il faut être préoccupé, puis consulter quelqu'un, puis qui, si on a besoin? Je pense que je dirais un peu de tout ce que tu as nommé, mais effectivement, quand il y a un aspect de souffrance qui est là aussi, l'enfant vieillit, prend conscience, il y a une souffrance qui s'installe, ça peut être intéressant d'aller consulter pour l'accompagner. Dans ça, quand ça prend plus de place aussi. Donc, c'est soit très fréquent, ça dure longtemps, ça arrive souvent dans la journée, bon, pour différentes raisons. Et quand il y a un impact fonctionnel, effectivement, ça nuit à la concentration à l'école, ça nuit à la socialisation. L'enfant se pose beaucoup de questions. Donc, là aussi, ça peut être intéressant d'aller voir, en tout cas, puis de l'accompagner dans ça aussi. Souvent, la question, c'est qui on va voir, puis qu'est-ce qu'on fait. Peut-être le médecin reste peut-être la porte d'entrée aussi pour faire part de ces préoccupations-là, puis être après ça orienté peut-être vers le bon professionnel. Mais peut-être c'est cet aspect effectivement d'intensité, de fréquence, peu importe le type, là, que ce soit dans les stéréotypies, dans les tics ou dans les compulsions. Puis l'aspect, les deux éléments là, que l'on nommait, est-ce qu'il y a une souffrance des fois qui est là aussi chez l'enfant? Puis est-ce qu'au niveau du fonctionnement, ça vient gêner certaines sphères de son fonctionnement? Souvent, quand il y a des éléments où on dit « Ah oui, bien là, peut-être c'est intéressant de faire la démarche puis d'aller voir, l'aider à mieux se comprendre aussi, puis voir comment on peut l'accompagner. » Et est-ce qu'il pourrait y avoir un danger aussi? Comme par exemple, là, les comportements d'autostimulation intense ou même l'automutilation chez les enfants plus vieux, est-ce que ça rentre là-dedans? Bien, c'est vrai que dans la littérature, parfois, comme se cogner la tête, chez les petits, par exemple, puis des fois, ça se maintient chez des enfants d'âge scolaire aussi. Effectivement, quand il y a un risque aussi pour la santé de l'enfant, ce genre de mouvement-là, par exemple, tout ce qui touche l'automutilation, ce qui touche, un mouvement comme se cogner la tête, là, des fois, on n'attend pas justement d'avoir, de cocher tous ces aspects-là dans notre tête, de dire, est-ce que c'est assez fréquent? Là, ça vaut la peine d'aller. Il y a certains mouvements, certains types de mouvements qui plus vite demandent peut-être d'aller consulter parce que là, effectivement, il y a un aspect de sécurité là, qui est en jeu aussi. OK. Bien, merci de la précision. Alors, si on consulte le médecin nous réfère vers le professionnel le plus approprié, quel type, on n'ira pas en détail, là, mais quel type d'intervention peuvent être offerts à l'enfant, à la famille? Si on est plus dans l'aspect d'éthique puis des stéréotypies motrices, donc ce genre de mouvements-là, des fois qui sont un petit peu plus involontaires, qui viennent dans certains contextes et tout ça, la question qu'on se posait au départ, c'est est-ce fonctionnel, non fonctionnel? Est-ce qu'on intervient? C'est intéressant de se poser la question, effectivement, est-ce qu'il faut intervenir d'emblée pour tous? Peut-être pas nécessairement. Je nommais l'exemple de certains adultes qui gardent, puis que ça serait enlever une partie de qui ils sont si on voulait enlever ces comportements-là. Puis pour eux, ça ne ferait pas de sens. Donc, effectivement, donc je pense qu'il y a un aspect d'éducation qui est intéressant aussi, aider l'enfant à se comprendre, à comprendre pourquoi ces mouvements-là viennent, pourquoi dans certains contextes. Tout l'aspect de l'éducation est intéressant à faire. Puis après ça, pour certains enfants, quand ça prend beaucoup de place, je pense aux tics, par exemple, qui sont, des fois, vont gêner l'enfant dans certaines situations. Ce que les données nous disent, tout ce qui touche les approches un petit peu plus, ce qu'on appelle cognitivo-comportementales, donc de travailler justement autour de ces aspects-là avec ce genre d'approche-là, par exemple, comprendre, je parlais de sensations tout à l'heure, là, où on sent que, le tic s'en vient, donc reconnaître ces sensations-là, reconnaître des fois les contextes dans lesquels ils apparaissent aussi, le genre d'événements, le genre de situation, justement, cette sensation-là, pour essayer de pouvoir transposer ce mouvement-là, puis développer comme une autre habitude, finalement, donc remplacer. Puis là, il y a des gens qui ont une expertise là, à ce niveau-là, plus que moi, mais qui vont pouvoir vraiment travailler autour de ces éléments-là. Donc, c'est comme un peu de prévenir la réponse, sentir qu'elle s'en vient, puis pouvoir remplacer peut-être et travailler autour de ce moment-là, dans le fond, avec beaucoup des techniques de relaxation musculaire, par exemple. Donc, il y a toutes sortes d'approches qui existent, là. Puis à Montréal, il y a des gens, entre autres, puis à différents endroits là, dans le monde aussi, mais entre autres, au Québec, il y a des gens qui ont une expertise vraiment à ce niveau-là. Puis quand on est préoccupé à cet égard-là, c'est intéressant d'en parler aux médecins pour être dirigé, en tout cas, vers les bonnes équipes là, autour de ça.
OK. Maintenant, je vais nous guider vers la conclusion, puis t'offrir l'opportunité peut-être de faire ressortir des points clés à retenir, parce qu'on a parlé de diagnostic. L'idée, c'est qu'il n'y a pas de cause à effet. Je te laisse aller. Oui, tout à fait. Je pense que c'est important de renommer, là, on l'a dit, mais autant les stéréotypies motrices que l'éthique, on les voit dans le développement général des enfants. On parlait des stéréotypies qu'on voit chez presque plus de la moitié des enfants en bas âge. L'éthique, c'est à peu près la même chose. Un enfant sur 4, à peu près, va présenter des tics sans qu'il y ait une condition particulière. Donc, ça peut faire partie du développement général sans qu'il y ait un trouble, nécessairement une condition là, particulière. Ça, je pense que c'est important pour pas se surinquiéter quand on voit là, une apparition. C'est vrai que pour un petit groupe d'enfants, les stéréotypies peuvent prendre plus de place et s'inscrire dans une condition plus générale. Donc, on parlait de l'autisme, ça peut être la déficience intellectuelle, ça peut être un syndrome plus précis, mais on parle d'un petit groupe d'enfants chez qui il y a une condition qui est identifiée et dans cette condition-là, on voit effectivement des stéréotypies motrices là, dans ce cas-là, mais c'est une petite proportion d'enfants. La même chose pour l'éthique. Donc, l'éthique peut faire partie du développement global. Puis, pour un petit groupe d'enfants, quand l'éthique perdure, puis sont à la fois touchent, par exemple, l'éthique moteur et vocale, puis ça dure un certain temps. Puis, donc là, il y a une évaluation qui peut être faite. Puis pour un petit groupe d'enfants, on peut les reconnaître dans le cadre du syndrome Gilles de la Tourette. Mais il ne faut pas faire cette équation-là que parce qu'un est là, automatiquement, ça, je pense, c'est bien important. L'autre chose, deuxième point, peut-être comme parent, par exemple, quand on est inquiet ou comme éducateur, éducatrice en garderie, par exemple, ensemble de la petite enfance, on a des préoccupations, ça vaut la peine d'aller cogner à la porte, d'aller consulter. On parlait du médecin, mais quand on veut des fois aller plus loin dans cette réflexion-là, je pense par exemple aux ergothérapeutes qui travaillent souvent avec des tout-petits aussi, qui connaissent bien le mouvement. Ça peut être une occasion intéressante d'aller voir pour exposer un peu ces questions qu'on a aussi, puis essayer d'avoir des premières pistes de réflexion là, autour de ça. Donc ça, je pense que c'est intéressant aussi. Puis troisième idée qui me vient, Josiane, c'est intéressant aussi de se servir de ces manifestations-là plus motrices pour accompagner l'enfant à se connaître aussi, peu importe dans quel registre on est, que ce soit dans le développement global ou qu'on soit dans une condition particulière, mais un enfant qui, par exemple, nous manifeste qu'il est content d'une certaine façon avec son corps, bien, c'est intéressant de saisir cette opportunité-là pour l'accompagner, lui refléter ce qui se passe, lui nommer qu'on a bien compris ce qui se passait aussi, que lui puisse faire les liens aussi entre ce qui se passe dans son corps puis ce qu'il est en train de vivre aussi. Donc, c'est une occasion, ou en tout cas une fenêtre d'opportunité qui est intéressante pour accompagner l'enfant à mieux se connaître. Je pense qu'on sait que la connaissance de soi puis ce qu'on comprend de nous-mêmes est souvent un levier très important pour les enfants, pour les accompagner dans plusieurs sphères de leur vie, de leur développement. Donc, c'est une fenêtre de plus, le mouvement, qui sert à ça aussi. Donc, ça pourrait être, je pense, une occasion intéressante de se saisir de ça aussi pour l'aider à mieux se comprendre, mieux se connaître aussi. Wow! J'espère que la majorité des auditeurs se sont rendus à la fin juste pour entendre ça. Bien, en fait, si vous entendez ça, tant mieux! Vous êtes encore avec nous. Bien, merci Anne-Marie. Je sais qu'on a tout juste effleuré le sujet lorsqu'il s'agit de comment réagir, comment accompagner l'enfant. Et comme ces comportements moteurs-là particuliers sont très distincts les uns des autres, je vous promets qu'on va revenir dans d'autres épisodes pour les aborder plus spécifiquement, notamment les stéréotypies motrices, parce qu'Anne-Marie a déjà dit oui à mon invitation de revenir pour en parler en plus long puis en plus large. Et si tu n'as pas fini ta marche, ton bain, ton souper ou ce que tu es en train de faire et que tu aimerais poursuivre avec un prochain épisode, je te suggère l'épisode 51 avec Amélie Gosselin sur les manifestations motrices précoces du TSA qui complémente bien l'épisode d'aujourd'hui. Merci Anne-Marie. Merci Josiane, ça fut un plaisir et ça me fera plaisir de revenir. Bye! Bye bye! Merci d'avoir écouté et à bientôt pour notre prochain épisode. Et d'ici là, vous pouvez me retrouver quotidiennement sur les réseaux sociaux,
consulter mon blog et profiter de mes ressources gratuites en joignant ma communauté au josianecaronsanta.com/guide. Le podcast Bouger pour grandir est une production de l'Académie de formation JCSI, des formations en ligne sur le développement et fonctionnement de l'enfant, de la perspective de l'ergothérapie. C'est tout pour cet épisode et sur ce, je vous dis à très très bientôt pour continuer à parler d'ergo. Bye!